Qu'est-ce qu'on a eu pour 3 300 milliards de dettes? Excuse-moi, mais est-ce que la France est prospère? Est-ce que la France est devenue innovante? Est-ce que la France est plus sûre? Est-ce que tu peux me citer un secteur dans lequel intervient la puissance publique où ça fonctionne bien? Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle de soutenir Omerta. Comment soutenir Omerta? C'est très simple. Vous vous abonnez à cette chaîne YouTube dès maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je sais que vous êtes nombreux. Et pour ceux qui le peuvent, vous procurez notre magazine, vous abonnez à notre magazine, vous abonnez à l'application mobile aussi Omerta, que vous pouvez télécharger via Apple Store, Google Play, via notre site internet www.omertamedia.fr. En vous abonnant, en vous procurant notre magazine, vous soutenez le travail de nos équipes. Et vous le savez, Omerta fait le travail que les médias mainstream ne font pas. Et pour ça, nous ne recevrons jamais de subventions publiques. C'est la raison pour laquelle nous ne vivons que grâce à votre soutien. Dès maintenant, abonnez-vous et soutenez la chaîne YouTube d'avance. Merci. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser pour cet entretien d'actualité à des questions économiques avec un des experts d'Omerta qui vient régulièrement sur la chaîne, Gérald Authier. Bonjour Gérald. Bonjour Charles, merci pour ton invitation. Donc Gérald, je vais le présenter, même si beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, est financier, il est aussi essayiste, et avec lui on aborde les questions économiques interdites, les tabous économiques. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la question de la crise économique, de la crise financière. C'est vrai que c'est un thème qui revient un petit peu depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Alors longtemps on a dit que, comme sur beaucoup de sujets, je dirais ça relevait du complotisme. Aujourd'hui quand même, il y a de plus en plus d'experts qui commencent à en parler ouvertement, y compris d'ailleurs sur des médias mainstream. À ton avis, Gérald, est-ce que l'hypothèse d'une crise économique est crédible? Et si oui, pourquoi? Effectivement, la question de la crise économique est une bonne question et c'est une vraie question, mais j'aimerais rappeler avant tout qu'il est toujours très difficile de faire des prévisions en économie ou des prédictions. Tu sais, on dit souvent dans le monde économique, tu as deux types d'économistes. Tu as ceux qui font des prévisions sur très très long terme et on ne peut jamais les vérifier. Et tu as ceux qui font des prévisions qu'une crise va advenir tous les 4 matins et ils finissent évidemment par avoir raison. Et puis tu as cette petite blague chez les économistes, on dit les économistes ont bien prévu 12 des 6 dernières crises économiques. Pour dire à quel point, d'une manière générale, quand on regarde, et notamment dans les médias traditionnels, les économistes, on a rarement une vision claire et précise de la situation. Et homogène, parce qu'il y a quand même des différences. Et homogène. Il y a différentes écoles économiques. Exactement. Et il y a des gens qui trouvent tout et le contraire de tout, en fait. C'est ça. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Félix Semary? Pas du tout. Félix Semary, c'était un banquier, diplomate, né à Vienne à la fin du 19e et qui a vécu principalement sa vie d'adulte dans la première moitié du XXe siècle. C'était un peu un de ces profils multifacettes qu'on retrouvait souvent au début du siècle. Il était connu c'était un partisan, un fervent de l'intégrité monétaire, et il a été connu, il est resté dans l'histoire comme le corbeau de Zurich. On l'appelait le corbeau de Zurich, pour son incroyable capacité à prédire les catastrophes financières. Alors à son crédit, il a prédit la Première Guerre mondiale, il a prédit avec justesse la Seconde Guerre mondiale, il a prédit l'inflation d'entre-deux-guerres, et il a aussi prédit la crise de 1929, le krach boursier de 1929. Pour te donner quelques exemples, en 1914, il comprend l'imminence de la Première Guerre mondiale au début de l'année. Il appelle ses clients, puisqu'il est banquier, et il leur suggère de convertir tous leurs avoirs en or et de les placer en Suisse et en Norvège. Il se fait appeler par le roi d'Angleterre, George V, qu'il reçoit. Le roi d'Angleterre ne l'écoute pas, et donc il ne prévient pas la catastrophe financière, en tout cas sur la partie de ses actifs. Pareil, en 1929, au début de l'année 1929, Félix Semary
appelle ses clients, il comprend qu'on va avoir un krach boursier et il leur dit « vous allez sortir des marchés actions ». Alors que dans le même temps, tu as un économiste qui s'appelle Irving Fisher, qui serait l'équivalent aujourd'hui des économistes qui passent sur tous les plateaux médias, les plateaux télé, qui 3 jours avant le krach boursier de 1929 déclare les actions ont atteint un plateau permanent et elles ne redescendront plus. 3 jours avant, pour te dire à quel point il y avait une différence d'appréhension des événements. Félix Sommery n'était pas un devin, c'était pas un mystique. C'est quelqu'un qui a étudié à l'école d'économie de Vienne avec un professeur qui s'appelle Karl Menger. Karl Menger, c'est le fondateur de l'école autrichienne d'économie, celui qui a, pas rentré dans les détails de la théorie économique, mais qui a un petit peu notamment développé la théorie subjective de la valeur. Et Félix Sommery, il a aussi travaillé avec quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Eugen Böhm-Bawerk, qui est un membre de l'école autrichienne d'économie. Et Eugen Böhm-Bawerk, il est resté dans l'histoire il correspondait avec Marx, et ils avaient une correspondance régulière, et il a pointé toutes les lacunes du marxisme d'un point de vue économique. Il a écrit un livre qui s'appelle « Marx et la fin de son système », et il correspondait avec Marx. Il faut savoir que Marx a reconnu effectivement sa théorie, dans ses correspondances avec Eugen Böhm-Bawerk, avait des lacunes. Et il a répondu à Eugen Böhm-Bawerk qu'il apporterait des réponses, ce qu'il n'a jamais fait. Il est mort sans apporter de réponse à ces lacunes. Tout ça pour te dire quoi ? Il y a plusieurs autres économistes ou financiers ou investisseurs qui ont prédit avec justesse les crises financières, les crises économiques. Je vais te donner 2-3 autres exemples. Le premier à prédire la fin du communisme en expliquant que le système économique communiste, c'est-à-dire la planification centralisée, ne peut pas fonctionner, c'est Ludwig von Mises dans le courant des années 20. Le premier à nous expliquer que le système de Bretton Woods, tu sais, le fait d'arrimer les monnaies au dollar et de pouvoir convertir le dollar en or n'avait aucune chance de durer, c'est Henry Hazlitt. Tu en as d'autres, comme par exemple, tu as eu quelqu'un comme Sean Keringan, qui a été le premier à expliquer en 1998-99 qu'on allait vers l'explosion de la bulle Internet. Tu as au début des années 2000 quelqu'un comme Peter Schiff ou Ron Paul, qui a expliqué avec justesse qu'on allait vers la crise des subprimes. Tu regardes les vidéos sur YouTube de Peter Schiff en 2004, il est invité sur des plateaux télé, il se fait ridiculiser, il explique avec une précision qui fait froid dans le dos ce qui va se passer en 2008. Mais alors la crise qui pourrait venir, est-ce qu'elle est annoncée, est-ce qu'elle est expliquée par certains économistes ? Qu'est-ce que ces économistes ont en commun ? Ils ont 2 choses en commun. La première chose, c'est qu'ils ont eu raison face à tout le monde, alors que tout le monde disait que tout allait bien. Eux, ils ont pointé du doigt les catastrophes vers lesquelles on allait. Et la deuxième chose, c'est qu'ils étaient tous membres de l'école autrichienne d'économie. Okay ? Que nous apprend cette école ? Cette école, elle nous apprend la chose suivante, c'est que quand on imprime beaucoup d'argent dans l'économie, on va créer des distorsions. On va créer des mauvais investissements, si tu veux. Et qu'au bout d'un moment, ces mauvais investissements, il va falloir les payer. On appelle ça la crise. Et que ces dernières années, on a eu des taux bas pendant très longtemps, on a imprimé beaucoup d'argent, et effectivement, on se dirige vers une crise financière de grande ampleur. Et d'ailleurs, si je peux donner un petit conseil à tes followers, à tes auditeurs, c'est que si vous vous intéressez véritablement à l'économie, lisez ce livre de Henry Hazlitt qui s'appelle « L'économie en une leçon », vous en saurez plus que n'importe quelle économie sur les plateaux de télé. Alors explique-nous cette crise qui vient, donc elle est liée à la planche à billets en fait. La dette. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment ça pourrait se passer ? Et à quoi elle va ressembler cette crise ? Alors aujourd'hui, on a 2 grands facteurs, 2 grandes forces qui travaillent et qui suggèrent qu'on va se rapprocher vers une période sombre dans notre histoire économique. La première force, c'est la dette. Okay ? Aujourd'hui, on a, fin 2024, on avait 3 300 milliards de dettes. Fin 2020. Absolu. On va le battre cette année, mais oui, c'était battu chaque année, effectivement. Au moins, on a quelques records qui sont battus chaque année. Fin de l'année précédente, c'est-à-dire fin 2023, on avait à peu près 3 000 milliards de dettes, et fin 2025, je crois qu'on aurait à peu près 3 450 milliards de dettes. Donc la dette augmente. 3 300 milliards de dettes. J'aimerais juste le mettre en perspective pour qu'on comprenne ce que c'est que 3 300 milliards. Il y a 1 milliard de secondes, on était en 1994.
il y a 3300 milliards de secondes, on était en moins 100 000 avant Jésus-Christ. Qu'on comprenne ce que c'est que 3300 milliards. C'est important, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a eu pour 3300 milliards de dettes? Excuse-moi, mais est-ce que la France est prospère? Est-ce que la France est devenue innovante? Est-ce que la France est plus sûre? Est-ce que tu peux me citer un secteur dans lequel intervient la puissance publique où ça fonctionne bien? La sécurité des Français? Non. Les transports? Non. Les hôpitaux? Dans un état lamentable. L'éducation, c'est catastrophique. Donc j'aimerais qu'on se pose de temps en temps cette question. Qu'est-ce qu'on a eu pour 3300 milliards? Elle a servi à quoi cette dette? Où est passé l'argent? La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, les personnes qui ont géré et levé cette dette l'ont très mal fait. En tout cas, on peut arriver facilement à la conclusion que l'État n'est pas efficace pour gérer l'argent des Français. Ça, c'est certain. Mais pour une raison qui est très simple. On en avait déjà parlé dans un podcast précédent, c'est que quand c'est ton argent, tu vas chercher la meilleure valeur et le meilleur prix. Et quand tu gères l'argent des autres, c'est-à-dire quand tu dépenses l'argent des autres, en l'occurrence, tu cherches ni le meilleur... Tu fais n'importe quoi. Tu fais un petit peu ce que tu veux. Donc cette dette augmente. Et cette dette va continuer d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'un État, ça a des recettes, hein, on appelle ça les impôts, et ça a aussi des dépenses. Quand un État fait de la dépense publique, c'est ce qu'on appelle les dépenses de l'État. Donc on voit les dépenses qui augmentent, et on a compris que c'était quelque chose qui n'était pas prêt de s'arrêter, en tout cas sur les prochaines années. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est la réduction des dépenses, ou, comme on devrait l'appeler, l'austérité. Le mot austérité, utilisé dans le contexte de la discipline budgétaire, c'est un mot qui nous vient de Keynes. Keynes, qui est un économiste de gauche, qui, en 1937, conseille au président Roosevelt en lui disant, l'austérité, on ne doit pas la mettre en place quand on a une récession économique, on doit la mettre en place quand on a un boom économique. Un peu plus tard, c'est-à-dire des économistes keynésiens contemporains comme Joseph Stiglitz ou Paul Krugman vont te dire qu'en fait, c'est jamais le bon moment pour mettre en place l'austérité. Il ne faut jamais réduire les dépenses. Okay? Et aujourd'hui, le mot austérité est utilisé par la gauche pour faire peur un petit peu à tout le monde. Attention, ça va être l'austérité, ça va être la catastrophe absolue. Sauf que, quand tu regardes dans l'histoire économique, tu n'as jamais eu une période où on a réduit les dépenses. Attention, on est capable de réduire la vitesse à laquelle augmentent les dépenses, mais on ne sait pas réduire les dépenses. C'est-à-dire que même durant la période la plus libérale économiquement qu'on ait connue, c'est-à-dire les années 80, la période Reagan, tu regardes aux États-Unis, et durant cette période-là, les dépenses publiques augmentent. Je te prends un autre exemple. Elon Musk, en début d'année, avait lancé, tu sais, ce DOGE, ce Department of Government Efficiency, donc pour réduire les dépenses du gouvernement américain. Il n'a pas réussi, fondamentalement, et le DOGE va fermer. Pourquoi? Il y a certaines dépenses qui ont été réduites quand même aux États-Unis. Ils ont quand même... Oui, mais c'est epsilonesque quand tu regardes par rapport à l'ensemble des dépenses. On était de l'ordre du milliard, alors qu'il faudrait réduire des centaines et centaines de milliards de dépenses. Il y a une raison fondamentale à ça. Non pas que la réduction des dépenses soit contre-productive, mais c'est que tout simplement, gouverner, c'est pas prévoir. Gouverner, c'est dépenser l'argent des autres. Et tu as énormément de personnes qui se nourrissent sur la bête. Je vais te prendre un exemple récent de l'actualité. Tu as eu la maire du 8e arrondissement qui est venue sur BFM, qui a eu une interview qui, franchement, était lunaire. Gênante. Plus que ça, c'est-à-dire que complètement hors sol, c'était difficile de comprendre. Elle est venue pour remercier les Français pour ses achats de fringues, avec l'argent public. Oui, puisqu'elle a une dotation et elle s'est acheté des vêtements de luxe, en fait. Oui, mais c'est le même... tu as Anne Hidalgo... Mais sans complexe. C'est complètement assumé. Sans honte. Tu as Anne Hidalgo, on le sait dans les quelques rares dépenses, notes de dépenses qu'elle a transmises, qui s'achète une robe Dior dans une taille et dans la taille d'après. On a bien compris, c'était pour elle et sa copine. Il ne se gêne pas. Tu as par exemple France Télévisions, qui aujourd'hui, selon les chiffres de la Cour des comptes, dépense pour plus de 110 000 euros de cocktails par jour. Par jour. Il va falloir nous faire goûter les mojitos quand même. Parce qu'ils doivent être bons à ce prix-là. On n'est pas invité. On n'est pas invité. Donc, si tu veux, tu as énormément de forces qui font que réduire les dépenses, puisque ces gens-là en vivent, et puisque les Français sont malheureusement pas assez... j'hésite un peu entre le mot à utiliser, mais pas assez courageux
pour dire non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui tient une office public qui dépense l'argent comme ça à tort et à travers, il ne devrait jamais être élu dans un monde normal. Il y a un contre-exemple, c'est Javier Milei en Argentine. Alors oui, il y a un contre-exemple, lui il essaye de réduire les dépenses. L'espoir existe quand même. Quand Oui, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur Javier Milei aussi. Tout n'est pas rose, mais c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de gens qui vivent sur la dette et qu'il est strictement inenvisageable d'avoir une réduction des dépenses. Parce qu'en fait, ceux qui, j'ai pas envie de dire tiennent le système, parce que ça fait un petit peu complotiste, mais ceux qui sont en haut dans la puissance publique n'ont aucun intérêt à réduire les dépenses. Tu ne peux pas comprendre quelque chose quand ta rémunération dépend du fait que tu ne la comprennes pas. Et là, c'est leur rémunération. C'est plus que leur rémunération. Sauf pour sauver un pays de la crise économique. Je pense que c'est pas. Je pense que ça s'explique, ça. Oui, mais le sujet principal, c'est que les gens regardent d'abord leur intérêt personnel avant l'intérêt du pays ou l'intérêt général. Et donc, ces deux forces nous amènent à une conclusion. Première conclusion qu'on peut faire, c'est que le cycle de dette arrive petit à petit à sa fin. C'est-à-dire, explique-nous ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on va avoir de la difficulté à émettre de plus en plus de dettes, parce qu'on arrive à des niveaux 115% du PIB. Encore que, j'aimerais, avant de continuer là-dessus, dire qu'on s'en fiche le niveau de la dette par rapport au niveau du PIB, parce qu'on compare un flux et un stock. Ce qui est important, c'est de comparer des stocks. Donc 3 000 milliards ou 3 300 milliards de dettes publiques et 6 000 milliards de patrimoine des Français, okay, dont 2 000 milliards de dépôts. C'est la question de la mobilisation de l'épargne, parce qu'il y a beaucoup d'argent des Français qui est en dépôt. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à réduire cette dette, on continue de l'augmenter, et on n'arrive pas à réduire les dépenses non plus. Donc on va rentrer dans un cycle qui va être un cycle où, effectivement, on va devoir augmenter encore plus les impôts, même si on arrive déjà au maximum, et émettre encore plus de dettes avec le risque de la dégradation de la note de la France. Qu'est-ce qui va se passer? Assez logiquement, l'atmosphère, et c'est déjà le cas aujourd'hui, économique va devenir de plus en plus étouffante. Donc tu as des gens qui vont vouloir partir de France, notamment les entrepreneurs, les forces vives, qui vont se dire ici je ne peux pas entreprendre, je ne peux pas gagner d'argent, je ne peux pas développer ma société, c'est trop compliqué. Et de l'autre côté, tu vas voir... Ou je paye trop d'impôts, tout simplement. Ou je paye trop d'impôts, ou j'arrive à un moment où je n'y arrive pas. Le risque n'en vaut pas la chandelle, parce que l'entrepreneur, il faut bien avoir dans l'esprit que pile, il gagne et il paye des impôts, face, il perd et il perd tout. C'est ça un peu le choix de l'entrepreneur. C'est pour ça que c'est vraiment un peu le héros de la société, c'est l'entrepreneur qui, lui, crée des richesses et des emplois. Donc on arrive à cette fin de cycle. Qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, tu auras dans le même temps de plus en plus de revendications. Okay, parce que certains vont partir, moins de recettes, plus de dettes, plus d'inflation. Plus d'inflation, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Les gens vont naturellement se plaindre et donc on va chercher un coupable. Et généralement, le coupable, c'est en premier lieu le capitalisme, l'entrepreneur ou le riche. C'est comme ça que c'est la réaction, si tu veux, primaire. L'idée, ça va être quoi? Et d'ailleurs, je vais prendre un exemple. On a l'exemple récemment de cette taxe Zuckman. On est exactement dans ce que je suis en train de te dire qui va s'accélérer. La taxe Zuckman est délirante. C'est complètement délirant d'un point de vue économique. C'est vraiment stupide. Je pourrais te l'expliquer, mais je veux juste... Qu'est-ce que c'est la taxe Zuckman? La taxe Zuckman, c'est le fait de dire que les personnes qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, okay, devraient au minima payer 2% sur leur patrimoine global. Okay, mais ça vise surtout des personnes qui sont propriétaires d'entreprises non cotées. C'est un petit peu ce que la taxe Zuckman vise, c'est-à-dire une très grosse entreprise, qu'on appelle par exemple des licornes, notamment. Sauf que les entreprises, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais les entreprises non cotées, si elles ne sont pas cotées, la valeur de l'entreprise dépend de la dernière transaction. Valoriser une entreprise non cotée, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire dans le monde entier de la finance. C'est très difficile. Harvard, il y a 135 méthodes de valorisation d'entreprise. Donc merci, tu vas nous choisir, toi, Zuckman, quelle est la meilleure façon de valoriser l'entreprise? On ne le sait pas. D'autant plus que tu ne connais jamais les clauses qui sont dans les contrats de valorisation d'entreprise. Une licorne qui vaut 1 milliard, il y a peut-être des clauses préférentielles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça ne veut absolument rien dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir sur qu'est-ce qu'il y a derrière économiquement, derrière cette taxe Zuckman. Il y a l'idée selon laquelle les richesses
doivent être partagés équitablement. Tu as déjà dû entendre parler de ça, c'est toute l'idée de la gauche, de dire bah, oui, mais le gâteau, l'économie c'est un gâteau, il faut le partager équitablement. Sauf qu'il y a un gros problème là-dedans. Le problème, c'est que c'est un raisonnement économique primitif. Et quand je dis primitif, ça n'a pas une connotation péjorative. C'est littéralement un raisonnement économique primitif. Marx appelle ça le socialisme scientifique. Mais en fait, c'est un raisonnement économique fallacieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les temps très anciens, à l'âge de pierre, il n'y avait pas de croissance économique. Donc quand quelqu'un avait plus, quand quelqu'un avait moins et l'autre avait plus, la seule façon, c'était quoi ? C'était de résoudre les conflits par la violence et pour éviter les conflits, de réduire, de partager équitablement le gâteau. Donc ça vient de là, cette réflexion économique, dire il y a un gâteau, on ne sait pas faire de croissance économique, évidemment il n'y en avait pas à cette époque-là, donc il faut partager les richesses équitablement pour pas que l'autre ait plus et pour éviter les conflits et la violence. Sauf que, avec le temps, l'homme a compris qu'on était capable de créer de la croissance économique avec la coopération. C'est-à-dire qu'en se spécialisant, chacun fait ce qu'il sait faire et on échange les fruits, d'abord par le troc et puis après avec le commerce. L'irruption de la monnaie, c'est exactement ça, c'est le commerce. Mais évidemment, ce raisonnement économique d'ailleurs, la croissance économique après a été théorisée par quelqu'un notamment comme Adam Smith, et c'est ce qui a permis l'essor économique, les révolutions industrielles de nos nations, c'est parce que maintenant on sait qu'on sait faire de la croissance économique, mais certains à gauche sont restés sur ce raisonnement économique primitif, à savoir qu'il faut partager équitablement les richesses, alors que l'idée, c'est pas ça. L'idée, il faudrait créer de la richesse. C'est un petit peu comme si en médecine, on te disait toujours aujourd'hui, la meilleure façon de régler un problème, c'est de faire une saignée. Tu dirais, attends, ça c'est quand même une réflexion médicale primitive. C'est exactement la même chose pour l'attaque Zuckman. Donc, on arrive à la fin de ce cycle, où d'un côté, tu as de plus en plus de dettes, mais on va bientôt plus pouvoir s'endetter si les agences de notation considèrent qu'on est trop endetté et on arrive à la limite. Et de l'autre côté, on ne sait pas réduire les dépenses. Donc effectivement, on va assister à une longue et lente descente aux enfers. C'est ça la crise économique ? Alors, c'est la crise économique... C'est pas un choc brutal, c'est en fait une espèce de maladie qui s'installe... C'est exactement ça, c'est une lente dégénérescence, mais il pourrait y avoir des catalyseurs. Par exemple ? Tu as, j'en vois trois catalyseurs qui aujourd'hui sont connus et je pense aussi repérés par la Banque Centrale Européenne. Quand la Banque Centrale Européenne dit « gardez un petit peu d'argent chez vous », c'est parce qu'elle arrive aux mêmes conclusions. Le premier de ces catalyseurs, c'est évidemment la dégradation de la note de la dette par les agences de notation. Donc on rappelle que la France, pour aller chercher de l'argent, elle va aller voir des investisseurs qu'on appelle institutionnels principalement, en leur demandant d'acheter la dette qu'elle émet. Mais comment tu sais si c'est de la bonne ou de la mauvaise dette ? Tu as des agences de notation dont le métier est de donner des notes. C'est-à-dire, plus tu as une note élevée, tout en haut on a AAA, okay, plus ça veut dire qu'on pense que tu vas rembourser ta dette. Et donc le coût de ta dette est moindre. Mais si on a des doutes en tant qu'agence de notation sur le fait que tu rembourses ta dette, on va la dégrader ta dette. Ce qui est le cas pour la France. Ce qui est le cas en ce moment pour la France, tu vas passer de triple A à double A, à simple A, à triple B, jusqu'à ce qu'on va considérer que tu ne rembourseras jamais ta dette. Aujourd'hui, la France, elle est notée par deux agences de notation A+, donc A avec une perspective positive, et double A-. Okay, donc c'est Moody's qui note la France double A-, Fitch et Standard & Poor's qui la notent A+. On a un petit peu de temps sur la dégradation de la dette. Je vais t'expliquer, c'est un petit peu technique, c'est important de donner ces informations. La réglementation bancaire, en fait en sorte qu'on ne regarde pas tant les notes, on regarde la deuxième meilleure note. Parce qu'à partir du moment où la deuxième meilleure note confirme ou infirme, oui, baisse, tu vas changer de catégorie. On appelle ça des CQS, des Credit Quality Steps. Tu vas changer de catégorie. Donc dans la catégorie tout en haut, on va dire un peu je vais prendre une comparaison, la Champions League, pour prendre une comparaison de foot, tu as l'Allemagne. Juste en dessous, tu as des pays comme l'Autriche. Ensuite, tu as des pays comme la France. Après, tu as des pays comme la Roumanie. Puis après, tu as le Kosovo. Si la deuxième meilleure note baisse, alors là, on va changer de catégorie. Et si on change de catégorie, il faudra vendre la dette de la France. Le deuxième risque que je vois, il est peut-être bien plus grave. On n'en parle pas beaucoup. On a eu, tu vois, on parlait au début de cet entretien des théories économiques. Donc je te disais, oui, effectivement, quand on imprime beaucoup d'argent, et quand on baisse les taux,
on va créer des distorsions dans l'économie. Je vais t'en citer une. Pendant les 10 dernières années, jusqu'à récemment, on a eu des taux de l'économie qui étaient très bas, des taux directeurs des banques centrales qui étaient très bas. Tu as des investisseurs qui sont certainement, enfin, parmi ceux-ci, des investisseurs institutionnels, qui, eux, vont faire exactement la même chose que toi en période de taux bas, ils vont aller chercher du rendement. Donc, personne n'aime placer son argent à 1%, tu préfères qu'il te rapporte 3 que 1%. Donc, qu'ont fait notamment les investisseurs institutionnels, ils se sont dit, bon, on va aller prendre un petit peu moins d'actifs moins risqués, et pour avoir du rendement, on va prendre un petit peu plus d'actifs plus risqués. C'était notamment le cas du fonds souverain de la Norvège, qui gère les retraites des Norvégiens, si tu veux, qui a augmenté sa part en actions. Par ailleurs, dans le même temps, tu as des obligations de mauvaise qualité, donc où on pense que l'émetteur, on n'est pas sûr s'il va rembourser, qui donnait un rendement très élevé, où tu as énormément d'investisseurs qui sont venus sur ces obligations. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient du rendement. Parce que le rendement des obligations bien notées n'apportait absolument rien. Mais le problème, c'est que quand tu achètes beaucoup d'obligations d'un émetteur qui est mal noté, donc qui a peu de chances de rembourser, tu vas faire monter le prix de cette obligation. Et mécaniquement, tu vas donner l'illusion que ce n'est pas aussi risqué que ça ne l'est. Donc en fait, on est sur un édifice qui est instable. Tu as en fait une grande partie de la finance qui tient sur un coton-tige. Ça tient, tu ne sais pas comment. Mais alors les conséquences concrètes pour ceux qui nous écoutent, si de la dégradation de la dette, ce qu'on a compris en grande partie, c'est un problème de dette. Quelles peuvent être les conséquences quand on dit crise, c'est qu'il y a quand même un impact qui n'est pas neutre. Les conséquences pour les gens, ça peut être quoi ? Alors, juste avant de répondre sur les conséquences, je veux terminer sur le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle les prêts zombies. Tu as eu pendant toute la période, ça te dit quelque chose les prêts zombies ? Pendant toute la période du Covid, tu as des entreprises qui n'allaient pas très bien, à qui on a prêté de l'argent. En général, quand une banque prête de l'argent, elle va te demander des garanties solides, même si tu es une entreprise. Sauf que là, l'État a dit, allez-y, prêtez, vous avez ma garantie, vous avez garantie de l'État. Donc qu'ont fait les banques ? Tiens, je distribue les chèques. Elles ont signé des prêts. Elles ont signé des prêts, même à des entreprises qui étaient malades, même à des entreprises qui n'allaient pas bien. La duration de ces prêts était de 5 ans, avec une extension maximum de 2 ans. Donc tu as énormément de prêts qui ont été faits au courant de l'année 2020. 5 ans plus 2020, c'est 2025, plus l'extension de 2 ans, on arrive à 2026, 2027. OK ? Là, en 2026-2027, les entreprises sont censées rembourser. Et pour une grande partie d'entre elles, elles ne le pourront pas, parce que ce sont des entreprises qui étaient déjà en difficulté. Les banques, elles s'en fichent. Pourquoi ? Elles ont la garantie de l'État. Et donc, le niveau de la dette va encore augmenter. Parce que même si une partie rembourse, il y a effectivement une partie et il suffit, si tu veux, il y a certainement déjà des entreprises qui ont fermé. Tu as un petit peu un tipping point, tu arrives au bout d'un moment où ça devient trop important. Et donc, on parle de quel montant, là, par exemple, sur ces prêts zombies ? On est dans l'ordre de la dizaine, de la centaine de milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme, d'un point de vue macroéconomique. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que tu vois, tu as ces 3 facteurs. Le premier, c'est donc la dégradation de la dette de la France, si notamment la dette augmente. Le deuxième, tu as toute une partie de la finance qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire la finance de l'ombre, c'est-à-dire des organismes non bancaires, financiers qui ont fait des prêts, mais ça tient sur pas grand-chose. Et en fait, en troisième point, tu as ces prêts zombies. Si l'un de ces 3 critères, ou si même les 3 en même temps, venaient à se réaliser, on rentrerait dans une période économique très sombre. Et aujourd'hui, que font les politiques ? Parce qu'ils ont plus ou moins conscience de ça. En fait, on leur dépose des notes sur leur bureau qui viennent notamment de la Banque Centrale Européenne ou d'autres centres d'analyse. Mais ils ont un petit peu l'attitude, tu sais, du petit garçon qui voit une canette vide dans la rue et il tape dedans, il tape dans la canette. Puis il la tape, sauf que là, il ne voit pas, il y a un mur. Et au bout d'un moment, la canette, elle va leur revenir en pleine figure. Donc, quelles seraient les conséquences d'une crise économique majeure ? Eh ben, c'est tout un peu le mystère et la beauté des grandes crises économiques, c'est qu'on ne sait jamais où ça peut nous emmener. Par exemple, une augmentation d'impôts ? Alors, rembourser la dette. Oui, mais sauf qu'à partir du moment où on arriverait peut-être sur la mobilisation de l'épargne, si tu veux. Soit tu mobilises
La saisie de l'épargne, Soit tu on en a mobilises parlé. exactement l'épargne des Français par l'inflation, c'est-à-dire par la dette et par l'impôt, soit tu mobilises par la loi. Mobiliser par la loi, au bout d'un moment, c'est d'aller dire, bon ben voilà, là on n'a vraiment plus le choix, on va venir prendre sur votre compte bancaire un petit peu d'argent parce que sinon on va faire défaut. Et ça, c'est déjà fait. Il y a des pays qui l'ont déjà pratiqué. On a eu Chypre en 2013 et c'était en accord avec la Commission européenne. C'est-à-dire que la Commission européenne plus le gouvernement chypriote a été pioché dans l'épargne des Chypriotes jusqu'à hauteur de 50% des comptes. Évidemment, tu avais un plancher de 100 000 euros, mais il n'est même pas certain que ce plancher de 100 000 euros soit mis en place. Et à Chypre, ça a donné quel résultat, par exemple ? Si tu veux, l'économie chypriote aujourd'hui va beaucoup mieux, mais à quel prix ? Est-ce que toi, tu as envie que ton argent personnel, ce que tu as mis de côté peut-être pendant toute une vie, ou ce que tu as reçu de tes parents, serve à financer, rappelle-toi, des gabegies financières ? Parce qu'au final, il y a une petite caste qui se nourrit sur la bête. Oui, surtout quand l'État est incapable de réduire ses dépenses. Exactement. C'est vrai que là, ça devient... c'est indécent, c'est du vol, quoi, carrément. On est clairement sur du vol. On est clairement sur du vol. Du vol organisé, c'est pas parce que tu lui donnes un nom juridique et qu'il est légal que c'est pas du vol. Alors, par exemple, aux États-Unis ou en Argentine, quand les dirigeants sont, je dirais, ont une politique économique plus volontariste, plus claire, notamment sur la réduction des dépenses, est-ce que quand même il y a, je dirais, cette volonté se traduit en action et en résultats concrets ? Sur le cas de l'Argentine, c'est évident parce qu'en fait, l'Argentine, c'est quand même une situation très particulière. L'Argentine, il faut rappeler que c'était au début du XXe siècle l'une des principales puissances économiques mondiales. C'était, je crois, en termes de PIB, la 5e puissance économique mondiale. Et l'Argentine a eu la mauvaise idée de tomber dans le socialisme pendant 90 ans, presque même 100 ans. C'est-à-dire que ils ont eu d'abord le péronisme et puis d'autres présidents et gouvernements d'orientation socialiste. Ils se sont dit, c'est un pays qui était très riche. Ils ont utilisé ce capital sur une longue période. Donc Milei, il arrive au moment où la situation était catastrophique, où tu avais une inflation en Argentine qui était stratosphérique. C'est-à-dire le pesos argentin ne valait plus rien. Et effectivement, il a commencé un petit peu à régler, d'un point de vue économique, le problème. Mais encore une fois, je te dis, je ne pense pas que Milei soit la solution absolue. Je pense que c'est mieux que ce qu'on a par ailleurs. Aux États-Unis... Il a quand même sauvé son pays. Il a sauvé son pays. Alors effectivement, si Milei n'avait pas été là, l'inflation aurait continué. L'inflation, il faut bien comprendre que c'est un transfert d'argent. En fait, quand on dit l'inflation, c'est les prix qui augmentent, l'inflation, c'est pas ça. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. C'est-à-dire que c'est la valeur de ton argent qui diminue. Les prix augmentent quand tu vois, par exemple, le prix d'un produit en particulier qui augmente. Oui, c'est une hausse de prix. Ça, c'est une hausse de prix. Mais si tous les prix augmentent, c'est pas une hausse de prix. C'est une diminution de la valeur de la monnaie. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et effectivement, c'est un appauvrissement. C'est un appauvrissement de la population. Et c'est pour ça que les gens qui nous regardent ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, parce que la vie est plus chère, mais parce qu'on imprime de l'argent. Et derrière, il n'y a pas la production économique. Alors, tu nous as expliqué que cette crise, elle se diffusait comme un lent poison, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des facteurs très particuliers ? Peut-être que tu peux nous donner des exemples très concrets de choses qui pourraient accélérer cette crise. Alors, les trois catalyseurs, je les ai déjà mentionnés, on va les répéter très rapidement. Tu as le fait que tu as toute une partie de la finance, le shadow banking, qui est très instable. Tu as la dégradation de la note de la France et tu as aussi ces prêts zombies. Maintenant, la solution pour se sortir de ce marasme économique, ce serait effectivement de réduire les dépenses. Mais je ne le crois pas, je ne pense pas qu'on va connaître une période d'austérité. Ça, ce serait la solution. Ce serait la solution d'urgence qu'on aurait dû prendre il y a déjà quelques années, quand un ancien Premier ministre a dit « la France est en faillite ». C'était à ce moment-là qu'il fallait réagir, donc le temps est passé. Mais ce qui prouve aussi que les gens ont... François Fillon, pour François Fillon, mais ce qui prouve aussi que les gens qui nous dirigent en ont conscience de cela. Ce que je te dis, ce n'est pas des choses qui apparaissent sur le bureau un matin. C'est admis, c'est compris, mais les résistances en face sont trop importantes. Et donc,
la dette, on peut s'endetter, mais tu sais, c'est comme pour tout. Au bout d'un moment, celui qui te prête de l'argent va te dire, moi je te prête plus d'argent. C'est trop, je ne suis pas sûr que tu puisses rembourser. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme solution? L'impôt, on est déjà au max. On est déjà... il ne reste pas de solution. Et tu le vois bien. La difficulté, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à s'entendre sur un budget politiquement? C'est parce qu'il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre sur un budget. La solution, elle n'est pas là. C'est que ce sont des solutions toutes plus farfelues que les unes que les autres. C'est des pansements, quoi. On essaye de trouver un compromis qui pourrait plaire aux uns aux autres, mais c'est impossible. Un pansement sur une plaie ouverte, quoi. Et même faire défaut, c'est encore pire. Déjà, faire défaut, tu as énormément de Français qui perdraient de l'argent, parce qu'il faut rappeler que la dette de la France, elle est placée notamment dans les contrats d'assurance vie qui sont détenus en grande majorité par les Français, aussi par les étrangers, mais pas que les Français. Donc, ce n'est pas une solution. Donc, la solution, c'est est-ce que les Français accepteraient leur appauvrissement? Mais moi, je pense que ça peut provoquer des troubles sociaux très graves. Oui. Est-ce que les Français vont... Je ne vois pas de solution. En fait, là, je suis là pour te dresser un constat. Si j'avais des solutions, je te les apporterais, je ne les ai pas. On va t'inviter la prochaine fois que tu vas nous présenter tes solutions. Oui, c'est ça. Merci d'avoir participé à cet entretien. J'espère que cet entretien vous a plu. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous dis à très bientôt.